500 millions d'économies d'impôts. Cette économie d'impôts-là, c'est financé par le reste des contribuables. Donc, les finances publiques vont balancer si la fondation privée, dans un certain laps de temps raisonnable, redonne à la société quelque chose qui ressemble à 500 millions. Hein. Or, dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Parce que la fondation privée, selon les règles fiscales actuelles, a une obligation de redépenser dans la société seulement 3,5 % du capital à chaque année. Augmenter les revenus, contrôler les dépenses, où se trouve l'équilibre? Comment favoriser une société plus égalitaire? L'entrepreneur Denise Véraud, très engagée dans le développement économique de la Gaspésie, prône d'abord une plus grande autonomie individuelle. Si les gens pouvaient vivre plus indépendants, l'argent serait moins contrôlant, je dirais. Avant, les gens, ils vivaient de leur ferme. Et aujourd'hui, c'est des méga-fermes de monoculture. Et là, les petits ont de la misère à réussir et à compétitionner contre ça. C'est de reprendre notre indépendance aussi, en tant qu'humain, au lieu d'être dépendant de l'argent. Il faut tout acheter, alors qu'on pourrait vivre de ce qu'on a. Est-ce que vous trouvez que la redistribution de la richesse se fait bien, se fait correctement? Ne se fait peut-être pas complètement, mais je suis loin d'être convaincu que c'est l'État qui va faire une meilleure distribution de richesse. Alors, j'ai un sérieux problème avec ça. OK? Ici, au Québec, on a décidé de créer des garderies à 7 $. Est-ce qu'on n'aurait pas dû donner des vouchers, à titre d'exemple, à des familles en fonction de leur niveau de revenu pour accomplir cette mission-là, plutôt que de faire ça généralisé? Si l'État est un mécanisme de distribution de richesse ou de valeur quelconque, là, il devrait être excessivement performant dans la façon dont il le fait. Parce que l'un des avantages du système privé, avec un marché bien réglementé, pour le faire en s'assurant le maximum de compétences, il y a un phénomène où est-ce que la performance doit être là, sinon tu disparais, tu meurs. Pourquoi il faut que j'attende 20 heures d'urgence? Pourquoi? C'est bon service, ça, vous, là? 20 heures d'une urgence? Comme utilisateur des services de l'État, c'est pourri ce que je reçois. La machine gouvernementale est rendue vraiment grosse. Est-ce que c'est vraiment utile que ce soit gros comme ça? Je suis pas certaine. Vous savez, il y a des comités de ci, puis des fonctionnaires pour ça, puis en tout cas, il y en a des milliers, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense qu'il y aurait une petite diète à faire, là. C'est rendu lourd et les gens s'imaginent qu'ils n'ont plus de pouvoir. Est-ce que l'État peut tout faire? Je pense que non, parce que là, à ce moment-là, il va y avoir un seuil au-delà duquel il va avoir une inefficacité. On parlait de certains régimes politiques là, qui se sont écroulés parce qu'on a peut-être donné à l'État de trop nombreuses missions qui, trop souvent aussi, s'accompagnent d'une élimination de l'imputabilité. Est-ce que l'État doit être partout? Je pense que une collectivité a le droit, mais même des fois l'obligation de s'interroger. Il y a trop de fonctionnaires. Au Québec, il y a 1 personne sur 4 qui travaille pour un gouvernement ou un autre. Un fonctionnaire, c'est pas très productif pour la plupart. Il y en a qui sont productifs, mais pas beaucoup. En plus de ça, on est endetté jusqu'ici. Le Canadien était endetté le double de ce qu'il était endetté il y a, disons, 20 ans. En comparaison avec ce qui lui reste après impôt annuellement. Et tout le monde croit qu'on a un entitlement de toutes sortes de choses. À très long terme,
la seule façon vraiment de diminuer l'influence de la finance sur le discours public et sur la politique, c'est de baisser les déficits et de baisser la dette gouvernementale, tout au moins sur une base relative. Et ça c'est faisable, mais c'est un exercice social et économique qui va être très, très, très long. Puis on l'a vu, l'endroit où la finance domine complètement le discours public, c'est les endroits qui ont des problèmes de dette. La Grèce, le Portugal, l'Espagne, le sud de l'Europe en général. Puis comme banquier, je peux me promettre à dire, c'est rien de bon là-dedans. Là. Il n'y a rien de bon pour les banquiers, puis encore moins pour la population. Écoutez, si les déficits gouvernementaux étaient la recette pour la prospérité économique, bien, la Grèce serait le pays le plus riche au monde aujourd'hui. Ça m'inquiète, le futur du Québec, de la façon que la dette, on est rendu. Et je suis sincère quand je dis ça. Alors, il va falloir faire des ajustements. On ne peut pas continuer dans la gratuité indéfiniment. Il faut que les gens participent à tout. Alors, il n'y a pas seulement que les personnes bien nanties comme nous qui doivent participer. Si on veut avoir plus, il faut créer de la richesse. Puis on a tendance à ne pas vouloir créer de la richesse. On a un paquet de belles choses qui sont non exploitées ici et on lève le nez sur ce potentiel-là. Il faut continuer de l'avant. Autrement, on va perdre notre avantage concurrentiel et on va perdre aussi cette façon de vivre que l'on a au Québec, puis on va créer justement plus d'écart entre les individus, et ça, je suis en désaccord avec ça. Moi, je pense que notre société va trouver des manières de croître pour faire en sorte qu'on va réduire la dette. Mais ça prend un renouvellement de notre société pour faire ça. De quel ordre de renouvellement de société? Il faut qu'on réinvestisse, il faut qu'on fasse venir plus de gens chez nous pour travailler, créer des entreprises, payer des taxes et qu'on ait des gouvernements en place qui ont la dette en arrière-plan pour essayer de la réduire. Par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais le plan Nord, c'est un plan de développement pour notre économie au Québec qui vise, entre autres, à réduire la dette. Donc, il faut créer la richesse. Il y a 3 façons. 1, encourager plus d'entrepreneurs à partir des compagnies. Encourager les compagnies existantes à investir plus. Et attirer des capitaux étrangers. C'est la seule façon qu'une province, que le Québec peut s'enrichir. Le reste, c'est une redistribution de l'argent. On ne crée rien de nouveau. Alors, les projets miniers, c'est excellent. Le plus de projets miniers qu'on a au Québec, puis le plus qu'on peut les encourager, le plus que l'argent revient avec des emplois, il y a de la machinerie, puis ça crée de la richesse. Puis, exemple, moi, le projet des sables bitumineux en Alberta, qu'on critique pour l'environnement, des fois, qu'il faut améliorer une création de richesse incroyable au Québec. Le nombre d'autobus puis des compagnies qui vendent des camions et des pneus de camions qui vont vendre ça en Alberta, grâce à l'investissement qui s'est fait là-bas, c'est incroyable, tu sais. Fait qu'il faut continuer absolument d'attirer l'argent étranger et l'investissement. Le système d'éducation est le plus grand moteur de développement économique et de justice sociale. Les deux. Si vous avez un bon système d'éducation, vous allez avoir du développement économique puis vous allez avoir une justice sociale. Riche et juste? Et oui, parce que les gens sont capables de prendre des décisions, puis les gens soient formés, puis c'est pas nécessairement que tout le monde a un cours universitaire, mais avoir plus de formation professionnelle, avoir tout ça. Et ça, c'est très important. Avec tous les changements qui s'en viennent dans la société, technologique et autres, il faut cheminer avec les gens. Puis le meilleur outil qu'on a dans notre société pour faire cheminer les gens, c'est le système d'éducation. Je pense qu'on ne s'attarde pas assez dans la société au bonheur des gens. Je pense que le rôle de l'État, c'est de s'assurer que le maximum de personnes, d'individus, soient heureux dans la vie. Un politicien devrait être jugé en fonction d'une cote de bonheur. Et plus la population est heureuse, plus l'État a fait un bon travail. Et l'argent est une des dimensions du bonheur, mais c'est pas la seule. En présentant cette série documentaire consacrée au rapport en argent des Québécois fortunés, nous n'avions aucun préjugé, aucune idée préconçue. C'était plutôt l'occasion d'explorer une réalité souvent abstraite et sujette à controverse. Leurs réflexions sur leur fortune personnelle
mais aussi sur leur rôle dans la société comme bâtisseurs, entrepreneurs et créateurs de richesses, aura peut-être, nous l'espérons, contribué à ébranler quelque peu le tabou qui persiste autour de l'argent. Ne manquez pas dès demain la mise en ligne du web documentaire Les Grands Moyens. Plus de 2 heures de vidéos enrichies d'informations exclusives et interactives qui touchent à l'entrepreneuriat et à la relève. Des fois, les entrepreneurs sont seuls. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Souvent, ils sont seuls parce que même dans leur famille, ils comprennent pas toujours. Pour être entrepreneur, faut être un petit peu ignorant de ce qui s'en vient. On a beaucoup plus de capital que d'entrepreneurs. Un plombier qui veut se lancer en affaires, comme ça au Québec.